Bonsoir à tous, nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. C'est une véritable tempête politique que connaît l'Espagne avec le procès du fameux juge Garzón. Outre question évidemment légitime de droit et de procédure, le juge a tout simplement voulu fouiller la mémoire de son pays et visiblement ça fait mal. Les envoyés spéciaux de C'est dans l'air, eux, reviennent d'Espagne avec leur reportage et nous avons intitulé cette émission « Le juge qui divise l'Espagne ». Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Mercedes Yusta est historienne, professeure à l'Université Paris 8 et spécialiste de l'Espagne franquiste, à laquelle vous avez consacré de nombreux livres. Vous venez notamment de co-diriger un ouvrage collectif consacré aux femmes et aux stratégies transnationales paru chez Peter Lang. Andrés Pérez est journaliste, correspondant à Paris du quotidien espagnol Publico. Votre journal travaille bien entendu actuellement beaucoup sur le procès du juge Garzón et la mémoire de la société espagnole. Fabrice d'Almeida est historien, professeur à l'IFP de Paris 2 où il dirige le master médias et mondialisation. Votre dernier livre, Ressources inhumaines sur les gardiens des camps de concentration et leurs loisirs, est lui paru chez Fayard. Enfin, Edwige Lurca est historienne, directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur la question de la mémoire historique française et européenne. Votre dernier livre, Eichmann, de la traque au procès, est lui paru chez André Versailles. Je pense que beaucoup de Français, beaucoup de téléspectateurs découvrent ce soir, ne serait-ce que la notion chiffrée de ces crimes. Hein. C'est pas présent. On ne vit pas avec ces idées, ces morts. On sait très bien qu'il y a eu une guerre en Espagne, que républicains et franquistes se sont affrontés, mais voilà, on ne connaît pas ces détails-là. Et on a un téléspectateur qui nous dit, mais finalement, comment le franquisme a-t-il pris en Espagne, entre guillemets? Ce qui veut dire, voilà, il n'y a pas eu 97% d'Espagnols hostiles au franquisme pendant près de 50 ans. Donc voilà, comment se pose le franquisme? Et est-ce que tout simplement, il faut répondre à l'issue d'une guerre et d'une guerre sanglante dont on découvre les crimes aujourd'hui? Est-ce que c'est ça l'enjeu? Et en fait, pour expliquer comment s'installe la dictature, il faudrait faire l'histoire du XXe siècle espagnol et même avant, parce que la guerre civile, elle est aussi le reflet d'un conflit qui existait déjà dans la société espagnole et d'une forte résistance d'une élite économique et sociale et politique, bien entendu, qui contrôlait le pays depuis, bon, j'ai envie de dire, des temps ancestraux, face à une démocratisation croissante et qui s'est extraordinairement accélérée au moment où il y a une proclamation d'une république en 1931, une république qui tout de suite pose des problèmes qui étaient très importants, une réforme agraire, la réforme de l'armée, une démocratisation accélérée de la société, la séparation entre l'Église et l'État qui va être aussi une question extrêmement importante et polémique à l'époque, et tout de suite il y a des forces qui vont se réunir pour abattre cette république. Et donc c'est un conflit qui se déroule pendant ces années-là, qui va finir par éclater en 1936 avec une guerre civile qui n'était pas prévue en quelque sorte. Enfin, l'idée c'était de donner un coup d'État militaire et qui soit le plus rapide, le plus brutal possible pour installer un régime militaire. Mais les choses se sont passées. Est-ce que vous diriez, et je résume vraiment au maximum, mais qu'on assiste finalement à une guerre civile entre communistes et anticommunistes, ou c'est plus compliqué que ça? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, enfin, c'est pas une guerre entre deux camps, il y en a au moins 3 qui s'affrontent pendant la guerre civile, et chacun des camps est aussi divisé. Enfin, je dirais que c'est, enfin, si on veut vraiment simplifier au maximum, ça serait une guerre civile entre fascisme et démocratie, mais là aussi c'est une simplification assez simpliste, mais pas autant. Une première intervention avant de se tourner à nouveau vers eux, mais vous qui êtes quand même spécialiste aussi des tabous en histoire, si je puis dire, Fabrice d'Almeida, est-ce que vous découvrez un débat là, et est-ce que vous êtes surpris de l'ampleur que ça prend, et notamment de l'ampleur politique que ça prend en Espagne? Non, ce qui m'avait frappé il y a quelques années, on s'était retrouvés assez dans l'air, on avait discuté des fosses et des associations qui commençaient à inventorier les cadavres, et à cette époque, ce sujet était venu. Ce qui est frappant là en regardant ce qui se passe actuellement, et il se trouve que je reviens d'Afrique du Sud, où on a assisté à la fin d'un régime poussé, mais en même temps, c'est pas une révolution. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de compromis pour arriver à mettre fin à l'apartheid. Et en Espagne, une forme de loi, une forme de loi, comme la loi d'amnistie espagnole. Et en Espagne, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas une révolution qui fait tomber le franquisme. D'une certaine manière, c'est une transformation des élites par le haut qui acceptent de rentrer dans la démocratie et qui le font avec un pacte
Ce pacte, c'est on veut bien vous donner la démocratie, mais vous ne nous jugez pas sur ce qui s'est passé auparavant. Mais les familles espagnoles nous disent aujourd'hui, vous nous avez mis des morts sous le tapis par dizaines de milliers. Évidemment, mais en Afrique du Sud, de la même manière qu'en Espagne, ce qui se passe, c'est qu'en Afrique du Sud, on s'est dit, bon, on va mettre des morts sous le tapis, évidemment, mais pour le faire, on va faire une commission qui s'appellera la commission Vérité et Réconciliation. Les gens viendront, s'ils avouent leurs crimes et si on arrive à obtenir le pardon des victimes, et bien à ce moment-là, on amnistiera les faits. Il n'y a pas eu la même chose en Espagne. Il n'y a pas eu la même chose en Espagne. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les vérités cachées, les crimes sortent. Et je dirais, ce qui est frappant et ce qui est peut-être là, qui doit nous faire réfléchir, c'est que ça sorte à travers cette question judiciaire, qui est au fond une question qu'on vient de toucher nous autour du génocide arménien. C'est cette question de la pénalisation. Cette question, pourquoi le juge Garzón, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'espoir de regard qui est sur lui? C'est pas seulement sur les enquêtes. C'est parce que s'il y a les enquêtes, à un moment donné, il y aura passage devant le tribunal. Donc il y aura jugement et il y aura accusation. Et ça, c'est peut-être le malaise de nos sociétés. C'est-à-dire le fait que maintenant, pour réfléchir sur le passé, pour arriver à faire sortir le passé, c'est plus seulement le livre, c'est plus seulement le média, c'est plus seulement la classe d'histoire, où ça pourrait être le cas, qu'on en discute. Mais non, maintenant c'est le tribunal. Comment juger les crimes du franquisme? Procureur pendant 25 ans, Carlos Villarejo se dit écœuré par la justice espagnole. Pour lui, la Cour suprême qui a condamné Garzón compte dans ses rangs des proches de l'ancien dictateur. La plupart de ces juges et magistrats ont collaboré dans la répression politique du général Franco. Quand la dictature a pris fin et que la transition démocratique s'est installée, ils sont restés à leur poste. Ils ont même été promus à des hautes fonctions dans le pouvoir judiciaire et c'est ce qui explique la continuité du système franquiste. La Cour suprême est donc l'héritière de ce pouvoir judiciaire qui a rendu tant de services à la dictature. Condamné, privé de carrière, le désormais ex-juge deviendra peut-être de façon symbolique la dernière victime du franquisme.